Garçons du télécombo serrés si à cœur pour les préserver. Les mots du terroir sont des trésors à chérir. Gardons les vivants ce soir pour ne pas les voir mourir. Une autre grande suggestion qui nous arrivait, cette fois de Suisse, celle d'Ovide de Crowley. On l'appelait, ces résultats, on les appelait des résultats de la pédagogie scientifique, parce que ça nous venait d'études sur la pédagogie, sur la psychologie infantile. Ce qui nous venait des recherches et des résultats de la recherche proposée par Jean Piaget, c'était les résultats de la recherche expérimentale, de la pédagogie expérimentale. En effet, Piaget avait établi une succession dans les stades évolutifs des élèves. Bon, le premier stade de l'évolution prévoit des activités de motricité qui ne devaient pas rester seulement une activité en soi, mais qui étaient liées au développement, à l'activité intellectuelle de l'enfant. Apprentissage de la langue et apprentissage des savoirs prévus dans les différentes éducations. En tout cas, le grand mouvement était celui de l'éducation psychomotrice, c'est-à-dire mettre en lien l'apprentissage, le développement linguistique et le développement intellectuel. Et alors, il fallait régler, entre guillemets, cette pédagogie des centres d'intérêt et la pédagogie axée sur l'éducation psychomotrice. Pour cela faire, on avait besoin de l'aide de centres de recherche. Et en principe, dans notre cas, si on pouvait, de centres de recherche pédagogiques francophones. Et surtout, et toujours avec l'aide du Centre franco-provençal de Saint-Nicolas, dans le comité scientifique, en plus de monsieur et madame Chulet, il y avait monsieur Tuaillon, qui était professeur de linguistique à l'université de Grenoble et à l'université de Lyon, et qui s'est prêté à faire la liaison entre l'administration régionale et l'université de Grenoble. Et bien sûr, on a accepté de recevoir nos institutrices. Et donc, on a mis sur pied tout cela. Donc, c'était des cours universitaires. Et on a mis sur pied tout un autre séjour, d'autres séjours pour l'institutrice à Grenoble. Et l'opération a été prise en charge par le Centre de didactique du français de l'Université 3 de Grenoble. Et encore une fois, tous les mois, un groupe d'une dizaine ou douzaine d'institutrices se rendait à Grenoble. Et la chose a continué pendant une année. Alors, le premier problème que le Centre de français a dû résoudre, c'était où placer nos institutrices. Alors, elles n'étaient pas à même de suivre des cours académiques, ça, c'était impensable. Mais on ne pouvait pas les insérer dans le cours de français pour étrangers. Non, elles en savaient beaucoup plus. Et donc, il y avait un professeur de linguistique, un professeur de pédagogie ou de psychopédagogie et un professeur de pédagogie. Donc, un grand merci à Madame Chulet, un grand merci à Monsieur Tuaillon. Et cette équipe a suivi la formation, a assuré la formation des institutrices. Mais au fur et à mesure qu'on parlait de pédagogie et de didactique, sortaient des suggestions d'application de certaines idées, sortaient d'une façon automatique. Et donc, le secteur plus particulier dédié à la pédagogie et à la didactique, on a commencé à construire des unités de travail. Et ces unités de travail étaient assurées par une autre personne que je dois
absolument mentionné parce que l'école Valdôtaine lui a été reconnaissante pendant une vingtaine d'années, était celui de Madame Anne-Marie Ragot, professeure à l'UFM de Grenoble avant, à l'UFM de Saint-Germain-en-Laye en plus. Une personne exceptionnelle qui savait présenter aux élèves les théories plus complexes avec des mots très simples qui se traduisaient immédiatement dans quelque chose d'opérationnel. Et donc, ce fut comme ça qu'en créant une unité de travail après l'autre, Valentine est née. Dans le sens qu'on construisait une unité de travail. Un groupe d'institutrices travaillait sur une unité de travail. Donc, l'arrière-plan scientifique était le centre d'intérêt, l'éducation psychomotrice. Donc, on suivait ces sillons de recherche et de travail. Alors, chaque fois, un groupe d'institutrices, pendant un mois, créait une unité de travail à développer dans tous les domaines d'expérience de l'école, l'expérimentait dans leur classe, donnait les résultats au groupe de collègues qui partaient 2 mois après, qui portaient aux professeurs les résultats de l'expérimentation. Et cela a continué pendant 5 ans. Et c'est comme ça que Valentine est née, dans le sens qu'elle avait vu sa naissance justement dans un travail d'expérimentation des institutrices. Et pendant 5 ans, il y avait toujours eu un va-et-vient d'hypothèses et de réalisations. Que je pense que nul autre manuel pédagogique ou méthode est né de cette façon. Et comme ça est née Valentine et les autres, méthode d'enseignement du français dans les écoles de la vallée d'Aoste. Et cela s'est concrétisé dans une publication, une grande boîte, qui prévoyait 12 unités de travail et qui suivait justement l'élargissement du milieu autour des protagonistes prévus par les centres d'intérêt et par une évolution prévue par l'éducation psychomotrice. Et donc le personnage était Valentine, et puis le frère de Valentine. Le schéma corporel, c'était Valentine qui sortait d'une boîte et qui démontrait une fois le bras, les jambes et puis les cheveux. L'institutrice choisissait un enfant, mettait dans la boîte, les autres se tournaient et il fallait inventer, deviner, sans regarder qui manquait dans le groupe. Il fallait deviner qui était dans la boîte. Alors les mains, bon, d'accord, les cheveux, d'accord. Puis, il y avait les jambes qui sortaient de trous, sortaient les pieds avec les pantoufles. Alors là, on reconnaissait les pantoufles. Et donc, une fois que les pantoufles sortaient, là, c'était Charles, Louis et va savoir qui. Il y avait le frère de Valentine, il jouait au ballon, à la cabane, etc. Puis, l'expansion du milieu autour de Valentine. Et alors, il y avait le monde des animaux. Les animaux, ce n'était pas la nomenclature des animaux, mais c'est la réaction des animaux de la ferme face à un orage. Bon, il y avait Monsieur Gros-Dindon qui ouvrait son parapluie, et c'était le seul, mais il y avait le chien qui se cachait dans sa niche, le chat qui allait chercher le trou le plus loin, et c'était le découvert des animaux de la ferme. Le monde s'élargissait toujours plus autour des enfants. C'était la découverte des enfants, mais d'une façon très attrayante. Bien sûr, les unités étaient présentées en français. Il y avait un dossier pédagogique qui inspirait les institutrices pour insérer telle ou telle unité dans tel ou tel secteur d'expérience. Et puis le tout aboutissait avec des activités de codage, c'est-à-dire des activités de symbolisation qui annonçait déjà l'évolution de la recherche pédagogique et des activités
des activités en classe. Et le coin français, comme on l'appelait, s'élargissait toujours plus. Entre-temps, il y avait eu une grande évolution dans les bâtiments scolaires. Les communes avaient créé des espaces, les espaces pour l'école maternelle. Donc, il y avait la salle de jeu, la salle pour l'activité psychomotrice qu'on faisait régulièrement et seulement en français. Une chose que je n'ai pas dit des centres d'intérêt, c'est que dans toute cette organisation, il fallait trouver la place pour le patois. On ne pouvait pas négliger ceux qui étaient vraiment le patrimoine des enfants. Alors, le fait d'avoir hérité des écoles des vallées, des écoles de l'Anvers d'Ost, des écoles, même des communes, pas les plus importantes qui gardaient leurs écoles privées. Disons que le substrat patoisant était une réalité pour les enfants et pour les institutrices. Et alors, il fallait faire des expériences particulières. On avait bien compris que les enfants aimaient beaucoup les histoires d'animaux. Et alors, on va chercher dans le milieu s'il y a des histoires particulières d'animaux, si certains animaux ont eu des aventures particulières. Alors, la 3e décennie a vu, après 15 ans, le passage à la région des écoles de la commune d'Ost. Et le corps enseignant était nombreux et donc la gestion d'un corps enseignant de 140-150 institutrices. Et la région eut le courage de lancer un défi à l'État. L'école institutive de l'école maternelle d'État prévoyait les directions didactiques d'école maternelle et la région instituait les circonscriptions didactiques d'école maternelle. La première à Brest et dans le temps, Saint-Pierre avant et Nus après. Mais là, je remplaçais une autre place dans l'instruction publique. Ça a commencé la coupure dans la progression homogène d'un corps enseignant. Les directions didactiques d'école élémentaire ont eu une vie très courte, parce que si l'État ne les avait pas instituées, il y avait gli istituti comprensivi. Le début de cette décennie a vu les nouvelles orientations de l'école maternelle d'État. C'est-à-dire, finalement, les premières étaient de 69. En 91, il y a eu le deuxième, qui était une institutionnalisation, pour ceux qui nous regardaient, de ce qu'on faisait déjà. Bon, on parlait de domaines d'expérience, mais les centres d'intérêt avaient intéressé les domaines d'expérience. Bien sûr, il établissait que le but de l'école était la conquête de l'identité de la part de l'enseignant et le perfectionnement des apprentissages. Alors, le progrès que cette nouvelle situation a caractérisé les écoles de la vallée d'Ost, c'était qu'on a pris en charge le développement dans les activités didactiques de la capacité représentative des élèves. Les indications qui nous venaient de la recherche pédagogique, on parlait encore d'éducation psychomotrice, découverte du milieu, tout cela, mais on avait mis en évidence ceux qui venaient de Brunner ou Vygotsky. C'était la prise de conscience que l'activité linguistique et l'activité mentale se font en même temps, se produisent en même temps. Et l'activité linguistique favorise l'activité mentale et l'activité mentale favorise l'activité linguistique. Donc, il devait y avoir une stricte corrélation entre développement cognitif, intellectuel et développement et perfectionnement linguistique. Et alors, on ne parlait plus. L'école était une école toujours plus bilingue, mais on ne parlait plus seulement d'éducation bilingue, mais de curriculum bilingue. Un curriculum, un parcours d'apprentissage qui prévoit vraiment cette interrelation entre langue et savoir.
Une chose qui s'était faite automatiquement, c'était l'organisation du vestiaire. Quand les enfants arrivaient à l'école, ils se déshabillaient, mais il fallait qu'ils mettent leurs habits toujours au même endroit et qu'on les récupère toujours à cet endroit-là. Et donc, les vestiaires avaient trouvé des symboles pour que les enfants repèrent leur anorak ou leur bonnet au bon endroit. Un autre aspect pour la découverte de l'écriture, mais instinctive, c'était que déjà dans la maison de Valentine, il y avait une petite bibliothèque. Je portais dans les classes d'enfants, en italien et en français, les placer dans les bons endroits, avec les livres italiens ou avec les livres français. Et là aussi, des mots. S'il y avait des mots qui finissaient en voyelles, c'était l'italien. Quand on finissait avec des mots, des consonnes étranges, ça c'était du français. Et voilà, c'était les premières découvertes et il mettait en général les livres aux bons endroits. Les 5 ans, mettaient les livres aux bons endroits. Cela dit, ce qui a caractérisé la 3e décennie, ce sont justement les activités de symbolisation. Et donc, Valentine prévoyait du codage. Donc, on développait une activité. Chaque activité, que ce soit une activité, que ce soit un conte, produit des images mentales chez l'enfant. L'institutrice doit se rendre compte quelles sont ces images mentales en favorisant l'expression du sens des mots. Et le sens des mots, parfois, est particulier. Chacun donne à son image et donne des mots à ses images. Et l'institutrice doit faciliter la construction d'un sens commun des mots. Et donc, arriver à un sens partagé des mots. Et alors, image mentale, expression du sens, donner un sens particulier aux mots, et alors transformer en symbole, transformer dans un signe graphique, le sens commun de ces. Et cela ouvrait une activité mentale qui devait se faire au fur et à mesure que la langue le permettait. Dernier aspect, qui dans les milieux où on était arrivé à réaliser mieux l'activité représentative, c'est faciliter dans les enfants la mémoire de travail. Donc, tout cela, l'école maternelle devait favoriser la construction, une première construction embryonnaire des concepts. La dernière décennie, et même celle d'avant, faire entrer dans l'école maternelle, dans le cursus de l'école obligatoire, ça lui donnait un autre degré d'importance. Le slogan qui avait les orientations et ces initiatives-là, c'était que le premier jour d'école commence à 3 ans. Puis, il y avait eu une parenthèse di riforma dei cicli scolastici et alors là, on parlait de rendre obligatoire la 3e année d'école maternelle. On avait aussi, s'il y avait eu la réforme des cycles, aussi, et gli istituti comprensivi auraient dû l'assurer, une vraie continuité entre les différents degrés d'école. Et c'est-à-dire donner une attention particulière aux années ponts, dans le sens la 3e année d'école maternelle et la 1re année d'école primaire, la 5e classe et l'école moyenne. Et donc, il y avait sous-jacent tout un projet de vraie continuité entre école maternelle et école primaire. Bon, il y a une régression dans tout ça. L'école maternelle aurait beaucoup apprécié un projet 3-7 ans. Elle a reçu un projet 06. Avec tout le respect pour le projet 06, assurer une continuité entre crèches, etc. Mais au niveau du public et des parents, c'était un retour de l'école maternelle vers une garderie. Ça, 06, ça veut dire que ça continue comme ça continue avec cette perspective. Les
du terroir sont des trésors à chérir. Gardons-les vivants ce soir pour ne pas les voir mourir.